Bonsoir et bienvenue à cette autre édition du Grand Soir. Le Grand Soir de ce 9 mai 2025, c'est la 5e sortie de la semaine. Nous sommes heureux de vous savoir très nombreux devant vos écrans pour nos papes est connu. Mise en bouche donc fumée blanche au Vatican. Léon XIV est donc le nouveau pape. Qui est-il? D'où vient-il, mesdames, messieurs? Comment a-t-il été élu et comment est-ce que la communauté, non seulement catholique, chrétienne et même mondiale, a accueilli ce pape? Quelles sont les attentes des uns et des autres? Mesdames, messieurs, dans cette émission, nous allons essayer d'épiloguer tous ensemble, n'est-ce pas, trouver quelques solutions. Également, dans cette émission, nous parlerons de la présidentielle 2025 avec donc des candidatures que l'on constate, pas moins de 20 candidatures déclarées. Nous sommes presque à 30 candidatures. Quelle crédibilité accorder donc à ces candidatures-là? Nous verrons cela dans cette émission. Pour vous servir et pour vous accompagner ce soir, nous aurons donc parmi les invités Ibrahim Maïgara. Mariga. Voilà, le nom il est un peu compliqué, mais nous le retrouvons. Mariga, c'est cela les questions. Oui. Bienvenue. Merci, bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à mon copanéliste en attendant les autres. C'est une bonne chose de se retrouver comme ça, n'est-ce pas, pour parler du pays, parler du monde. Ok. Ah, oui. Ibrahim Mariga, vous êtes un homme politique, vous êtes également un retraité, n'est-ce pas, de la fonction publique. Avec vous, nous allons analyser et décrypter, n'est-ce pas, cette actualité. Merci d'avoir accepté l'invitation. Également, parmi nous ce soir, Dr Nda Grimbal, lui, il est du Social Democratic Front. Bienvenue. Thank you very much, Mr. Charles Apollinaire. It's always a pleasure to be here. I hope that by the end of our discussion today, the Cameroonian public will learn much concerning the 2025 presidential elections. And so I'm extending my greetings to all the televiewers of Info TV, and I'm also extending my greetings to my co-panelists while waiting for the others. Ok. Je rappelle qu'au Social Democratic Front, le candidat à la présidentielle est connu et c'est donc lors d'un congrès que cela a été fait. Yeah, yes, of course. We had an extraordinary convention on the 1st of March 2025 this year, during which the SDF formally selected its candidate for the 2025 presidential election, and that is the person of Honorable Joshua Osei. And since then, we'll be working very hard to ensure that we mount a very powerful and persuasive campaign with the objective of winning this election. Ok. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je rappelle que encore dans la salle de maquillage Hortense Ngo et camp du PCRN, nous avons également très attendu Lucien Bidima du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et également un homme de Dieu, Ambroise Michel Ambroise Michel Dessako, qui sera également des nôtres. Le temps pour nous, mesdames, messieurs, de prendre cette mise en bouche. Alors, la mise en bouche avant, n'est-ce pas, de revenir sur le plateau, nous allons prendre d'abord ce reportage de Libok, Oscar Libok, de la rédaction centrale. Question, n'est-ce pas, de planter le décor. À tout de suite. Le successeur du pape François est connu. Il s'agit de Léon XIV, qui devient le 267e pape de l'Église catholique romaine, élu au terme de 2 jours de conclave de 133 cardinaux réunis à la chapelle Sistine. Né le 14 septembre 1955 à Chicago, le nouveau souverain pontife est archevêque catholique de nationalité américaine. Membre de l'ordre de Saint-Augustin, il est en poste au Pérou entre 1985 à 1998, puis exerce des responsabilités à la maison mère de son ordre à Rome de 2001 à 2013.
Le nouveau pape ne figurait pas parmi les favoris des Italiens Pietro Parolin, Pierre Battista Pizzabella, aux Philippins Louis Antonio Tagle et en passant par l'archevêque de Marseille, le français Jean-Marc Avelin, ou le numéro 2 du Saint-Siège Pedro Parolin, c'est finalement Robert Francis Prouvé qui est choisi. Il s'appelle alors Léon XIV. Pour l'ouverture du conclave ce mercredi, c'est une fumée noire qui est sortie très tardivement de la cheminée installée sur le toit de la chapelle Sixtine. Celle-ci a été de nouveau scrutée à la mi-journée. De la fumée noire est également sortie de la cheminée, puis peu après avant midi. Tous les regards étaient alors sans découragement à nouveau tournés vers elle en fin d'après-midi pour le vote de l'après-midi. Le nouveau pape est donc désigné sans figurer parmi les favoris. Rappelons que les derniers conclaves n'ayant que rarement été plus longs, la moyenne des conclaves du XXe siècle est en effet inférieure à 3 jours. Le pape Benoît XVI et François ont tous été élus lors de 2 jours, en 2005 et en 2013. Voilà, merci à Oscar Libok pour ce reportage. Vous comprenez que c'était à chaud, après donc tout juste l'annonce ou alors après la fumée blanche. Alors nous parlons donc là de la fumée blanche au Vatican avec donc cette élection du 267e pape. Alors vous avez certainement suivi l'information aussi, docteur Ngribal, le pape est élu, c'est le 267e pape. Alors, votre réaction en tant que quand même chrétien également? Yes, Mr. Sean, I'm a Catholic Christian, and so I've been following this event very closely. Pope Leo XIV, that is the papal name which he took after Pope Leo XIII, I think in 1870. In 1870, that's more than close to 160 years ago that we had Pope Leo XIII. And mind you, Charles, Pope Leo XIII condemned communism, and he also condemned capitalism. And he said that capitalism was not good because it was after individual interests, and he condemned socialism as well and said socialism was not a very good system to adopt by states because it deprived the individual from their initiative and their rights. And it was during the 19th century, remember, during the industrialization of Europe. And so many Christians at that time were becoming confused between theological teachings from the Christian part of it, as well as modernization and globalization. And so Pope Leo XIII said his papacy would be to bring an understanding to Christians during that period, so much so that they could strike a balance between modernism and conservatism in the Catholic Church. And today we have Pope Leo XIV, and Pope Leo XIV is saying that he will continue Pope Francis' legacy by building bridges instead of building walls. And so Pope Leo XIV is telling the public that I am here to serve, I am here to dialogue, I am here to bring camps together. Because when we talk of when he talks of building bridges, it means discussing, negotiating with the other camp, and stop calling others terrorists, stop saying that you cannot negotiate with others. That's exactly what, there's the message Pope Leo XIV is saying. And Pope Leo XIV, remember, his first words were, "Peace be with you," just as Jesus Christ greeted his apostles when he first appeared. So that is what I take of Pope Leo XIV. Ok. Alors, Ibrahim, vous aussi, vous avez suivi cette information. C'est bien de vous avoir également, vous, en tant que musulman, mais quand même, vous avez eu cette information avec ce nouveau
pape, je rappelle qu'il était d'abord cardinal, Prévost, hein, qui a été donc élu pape. Après donc la fumée blanche, votre réaction? La réaction ne peut qu'être la réaction d'un croyant. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, il y a 3 religions, n'est-ce pas? Nous sommes tous le fils abrahamique. Donc vous comprenez le judaïsme, le christianisme et l'islam. Nous utilisons tous ce qu'on appelle le 10 commandements. Donc c'est une même religion. Un bon musulman doit s'intéresser, n'est-ce pas? Ça c'est clair, à ce qui se passait dans le monde. De la mort, aujourd'hui, un nouveau, n'est-ce pas, qui vient d'arriver. Il a choisi le nom de Léon XIV. On ne peut que lui souhaiter, avec ce monde tourmenté, avec l'Église aussi qui est vraiment dans un tourment terrible. Donc vous comprenez qu'il arrive comme ça. Nous avons espoir. C'est pour ça que moi j'ai retenu quelque chose de lui quand il a parlé de la paix. Oui. La paix, sans la paix, rien ne peut se faire. Et quand nous voyons les injustices, les guerres qu'il y a dans le monde aujourd'hui, nous pensons qu'il doit venir à la continuité, n'est-ce pas, de l'autre. C'est le grand défi? C'est d'abord le plus grand défi. Sans paix, on ne peut rien faire. Les injustices que vous voyez, le nombre de morts, vous comprenez bien, l'être humain aujourd'hui est banalisé. Quand on voit ce qui se passe en Palestine, quand on voit ce qui se passe en Ukraine, où on peut tuer comme ça les gens, les innocents, je vous assure, quand il a parlé de mon père, je dis yes, nous comptons sur lui. Parce que si toute la communauté de croyants, sans faire, n'est-ce pas, dire que chrétiens, catholiques et tout ça, nous sommes tous des fils, n'est-ce pas, d'Abraham. Quand vous voyez Israël, il y a les catholiques, il y a les juifs, le carrefour qu'on dit, n'est-ce pas, de 3 religions. Donc il n'y a pas qu'un musulman, n'est-ce pas, doit se mettre à l'écart de ce qui se passe. Nous le souhaitons vraiment beaucoup de courage, vraiment qu'il n'écoute pas les lobbies. Parce qu'il y a des lobbies tout autour de ces gens-là qui les manipulent, vous comprenez bien. Donc nous comptons vraiment sur lui. Merci à vous, Ibrahim. Nous recevons Lucien Bidima. Bienvenue. Merci, c'est un honneur d'être ici, un honneur de me retrouver là pour faire le partage. Et si vous permettez, je voulais saluer une Congolaise. Elle s'appelle Divana. Une Congolaise? Divina, voilà. Divana. Et voilà, et pourquoi elle? Parce que j'ai appris par mes sources que lundi, elle se rendait à Douala et elle était maltraitée par certains agents de police qui n'arrivaient même pas à faire la différence entre un passeport et puis une carte de séjour. Je voulais rappeler que le ministre secrétaire à la sécurité, M. Mbalgangele, fait un travail formidable. Un travail de professionnalisme, un travail d'éthique, un travail incroyable. Voyez-vous, par exemple, il y a quelques 2-3 jours, j'ai eu le passeport en 40 minutes. Ce n'est plus un là, c'est une vérité. Votre passeport? Oui. Alors, je voudrais que certains policiers aujourd'hui qui travaillent, il faut qu'ils travaillent dans cet esprit de discipline d'éthique. Alors, Divana, je voulais quand même vous dire que le Cameroun, c'est une terre d'accueil et que votre beauté ressemble à la beauté de votre pays et dont nous avons des liens très forts. Je me suis permis de dire que je vais vous demander pardon, que ce peuple est un peuple hospitalier et c'est un peuple qui reçoit tout le monde au niveau de l'Afrique. Je crois que c'est pour cela qu'on nous appelle le continent. Et que les écarts que vous avez vus n'ont rien à voir avec la discipline de la police camerounaise, n'ont rien à voir avec le Cameroun, n'ont rien à voir avec les Camerounaises et les Camerounaises qui aujourd'hui veulent tout simplement vivre en paix et qui accueillent tout le monde. Alors, ne serait-ce que par votre beauté, on peut vous demander pardon. Merci. Et ce prénom? Divana. Divana. Voilà. Alors, Divana, j'espère que je n'ai plus rien à ajouter lorsque M. Bidima l'a dit. Alors, M. Bidima, lorsqu'on se prénomme Lucien, on est chrétien, on est certainement baptisé. Nous avons le nouveau pape, le cardinal Prévost, élu donc pape, le 267e pape. À peine élu, il a fait
Sa première sortie était donc sur la paix, comme le disait tout à l'heure Ibrahim. Certains estiment qu'il a prononcé certains pays, mais le Cameroun devait également y figurer. Votre appréciation? Non, d'abord, je fais une correction, c'est Divina. Voilà, il faudrait que ça soit très bien fait. Non, écoutez, d'abord, je dois saluer ici en tant que chrétien l'arrivée du nouveau pape. Et je voudrais vous dire combien je suis très attaché parce que je suis chrétien catholique très pratiquant et croyant. Et le pape, au-delà du fait que le Vatican est un État et que le pape a rang de chef d'État, au-delà du fait que cela cristallise toutes les attentions au niveau du monde, d'autant plus que c'est une autorité spirituelle, respectée par tous et par tous, au-delà de toutes les religions. Je crois d'ailleurs que sa venue était attendue par toutes les religions. Il ne faut pas être fixé au Cameroun. Le Cameroun est un pays laïque, certes, mais qui contient beaucoup de religions, dont les catholiques ou les chrétiens. D'ailleurs, on a vu beaucoup de papes venir au Cameroun. Souvenez-vous de Benoît XVI, souvenez-vous de Jean-Paul II, etc. C'est dire que nous avons un pays qui est enraciné dans la foi d'une manière globale, au-delà de la religion catholique, la religion musulmane et toutes les autres religions aujourd'hui qui foisonnent ici. Et donc, le chef de l'État a mis un point d'ordre par rapport à la liberté de la foi. Donc, l'arrivée de ce nouveau pape, au-delà de prononcer le nom du Cameroun, je crois qu'aujourd'hui le Cameroun est reconnu par tout le monde comme ce pays-là, qui est le fleuron même de la foi chrétienne en Afrique centrale. Mais moi, je veux axer ma réflexion sur autre chose. D'abord, c'est un Américain, d'abord, c'est une surprise. Et ce que nous voyons, c'est que il est américain, il est français, il est italien. Non, il est de nationalité. Commençons, on peut... je vais d'ailleurs vous dire que tous les Américains, même si vous voyez Donald Trump, on va vous dire qu'il a les origines anglaises, etc. Mais il est américain, il est né aux États-Unis. C'est un Américain. Mais nous sommes également là pour informer mais cependant, il a les parents, les origines qui viennent un peu de partout. Oui. Il a les origines qui viennent de la France. Il a les origines éventuellement qui viendraient de l'Espagne. Mais le vrai problème est que Pérou, c'est parce qu'il a beaucoup travaillé au Pérou. Il a beaucoup travaillé, il a tellement travaillé aux côtés des pauvres, à peu près comme François, le pape François, que il est tombé amoureux de ce pays, il a même pris la nationalité péruvienne. Mais du reste, il est américain. Et la surprise qui est arrivée dans ce problème, et c'est pour cela que le problème de pape, j'ai toujours l'impression de croire qu'il y a vraiment la main de Dieu là-dessus. D'ailleurs, il n'était pas favori parmi tous les papa mobile il n'était pas favori. C'est-à-dire, effectivement, d'ailleurs, on voyait beaucoup plus le Marseillais, l'archevêque de Marseille, on voyait Sarah qui est africain, on voyait le cardinal congolais, etc. On voyait le cardinal qui viendrait peut-être de l'Asie, mais l'Esprit Saint, avec la puissance divine, l'a choisi. Et à partir de là, nous devons accepter le choix de Dieu. Mais cependant, quand vous entrez dans la gestion du Vatican, vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un qui était plus ou moins appuyé, répertorié par le pape François. Il a mis à côté de lui, il occupait des postes de responsabilité qui étaient stratégiques. Donc, il était plus ou moins déjà préparé à la fonction. Voilà, c'est peut-être la grande question. Vous allez garder la parole pour expliquer et dire quand même qu'il avait un poste stratégique. C'est-à-dire... tous les évêques, tous les cardinaux, tous les cardinaux du monde et des évêques, c'est lui qui les recevait et c'est lui qui faisait les rapports de ces évêques et de ces cardinaux-là au pape. Est-ce que ce poste stratégique-là est-ce que ce poste n'était véritablement pas stratégique pour préparer la succession
du pape François? Non, je crois qu'à chaque fois qu'un pape arrive, il a ce qu'on appelle les hommes de main. Mais particulièrement, lui, il était spécialisé pour détecter à travers le monde qui peut monter au grade même de cardinal, qui peut être archevêque. C'est peut-être que... beaucoup de cardinaux, c'est peut-être... Oui. Justement parce que il faut quand même dire que le pape François a entre-temps nommé beaucoup de cardinaux. Et que quand on regarde aujourd'hui, avec... sur l'arrière-plan, on se rend quand même compte que c'est lui, plus ou moins, ce qui a été l'artisan, en fait, parmi les artisans de ces cardinaux, et que cela peut-être aurait pu jouer. Mais mieux, sa discrétion et le fait qu'il soit modéré, parce que vous voyez au niveau du Vatican, nous avons les conservateurs purs, c'est-à-dire qui veulent cette église ancienne qui respecte certains principes, et ces principes-là qui ne peuvent pas être ouverts par certains mœurs tels que l'homosexualité, etc. Il y a maintenant les progressistes. Les progressistes, eux, qui disent qu'il faut s'adapter à l'environnement, c'est-à-dire qu'il faut s'adapter au monde actuel. Peut-être qu'il ne faut pas juger certaines personnes par rapport à leurs mœurs. Les homosexuels ne peuvent pas être jugés parce qu'ils sont homosexuels si d'aventure ils sont chrétiens. D'ailleurs, le pape François lui-même, il est allé dessus, il dit ils peuvent tout de même recevoir la grâce divine, ou alors le pardon divin, ou alors ils peuvent être fils de Dieu, entre autres. Donc, entre ces deux camps, d'ailleurs, je vais vous dire, les Africains sont beaucoup plus de type conservateur. Et tout naturellement parce qu'ils s'appuient sur nos traditions, nos vieilles traditions qu'on ne peut pas accepter à l'adaptation d'un environnement qui nous est plus ou moins défavorable par rapport à nos cultures. Et lui, le don au milieu, c'est un pape modéré. D'ailleurs, qui a une capacité d'écoute, un archevêque modéré, une capacité d'écoute qui permet de concilier plus ou moins les deux camps. Et à partir de là, nous croyons qu'avec le monde qui bouge, ça va être quelque chose. Même mieux, au niveau de la paix, mon copanéliste l'a dit, vous voyez quelque chose quand même qui s'est passé. À un jour de la mort du pape François, il reçoit le vice-président américain. D'ailleurs, c'est le dernier, la plus haute personnalité dans le monde qui le reçoit. Mais maintenant, avec les problèmes que nous vivons dans le monde, les problèmes qui touchent exclusivement les pauvres, par exemple avec l'augmentation de ces taxes, des douanes, avec la suppression au niveau du président Trump de tous les avantages qui peuvent défavoriser les pauvres, avec plus ou moins la chasse contre les immigrés, etc. Et on arrive à voir un pape qui est américain et qui peut avoir un ordre moral contraire. Je crois que c'est l'appel de Dieu pour essayer de rétablir un certain ordre, surtout au niveau de la paix. Ok, peut-être l'appel de Dieu, mais on se posera également la question, comment comprendre qu'à la veille de la mort du pape, qu'il reçoive la visite, n'est-ce pas, du vice-président américain et que... Un catholique, un fervent catholique. Après, n'est-ce pas, sa mort, que ce soit un nouveau pape. Et d'ailleurs, je veux m'amuser à vous dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé il y a une semaine avec l'intelligence artificielle. On a vu Donald Trump en tenue de pape. Donc c'était déjà plus ou moins une prémonition. Et il dit aussi que Donald Trump, d'une manière ou d'une autre, quoi qu'on dise, à chaque fois qu'il est au pouvoir, il y a certains phénomènes qui arrivent. Et nous croyons qu'avec la venue d'un pape, surtout américain, le monde va connaître une nouvelle évolution. Nous attendons, on verra bien. Docteur Ngrimbal, il faut quand même le souligner également. Tout à l'heure, Lucien le disait, il y avait quand même des papes africains qui étaient favoris à ce poste-là. Est-ce qu'on est véritablement favori à ce poste lorsque c'est l'appel de Dieu qui doit vous amener à ce niveau-là? Et croyez-vous, sitôt à un pape africain, nous sommes au 267e pape. Comment comprendre cela? Thank you very much, Mr. Chance. I want to say that anything that consists of the call of God, it will be very difficult for humans to explain it or to give a description
like the former co-panelist was saying, he was not the favorite. Pope Leo the 14th or Prevost, he was not a favorite. His name did not even appear among the names of those that were the favorite, but he was elected Pope. Now, concerning Africa, I wish to say that in as much as I am an advocate of Pan-Africanism, I must also say that we Africans, we have to work very, very hard in order to merit positions. Because Africans expect a black pope. But Africans should ask themselves that, what are we doing in order to expect such a position? Alors, that is the most important question. Que, si nous devons travailler beaucoup dans les domaines comme la musique, le sport, pour être meilleurs, et pour être alignés ou alors pour gagner, n'est-ce pas, des médailles, au niveau spirituel, on doit encore beaucoup travailler. Lorsqu'on nous dit que c'est l'appel de Dieu. Yes, yes. The Bible says, seek ye first the kingdom of God, and all these other things shall be added unto you. The Bible also says that you should seek and you shall find. Knock and the door shall be opened to you. At the human level, we have to walk. But at the spiritual level, when it comes to choosing the leader of the church, God through the Holy Spirit inspires people to elect whosoever emerges pope. God uses people in order to raise people or in order to raise leaders. But it does not stop us from the fact that we have to walk. Although our walk towards God is not a determining factor. Because in the end of it, we cannot understand the ways of God. But it is good that Africans should start showing that good example. Africans should start showing that good faith through political leadership, through economic leadership, through social leadership, through cultural leadership. That look, we are a continent that can represent the world in matters of politics, in matters of religion, and in matters of economics. Let it be seen in us. Because when you look at present day Africa, I am telling you, people will be afraid if a pope comes from Africa, in as much as Africans will be very delighted for the fact that a pope should come from Africa. So what I'm saying is that Africans should work for positions that they deserve and should stop relying only on the power and the influence of God. That's the message I'm trying to pass. Ok. Alors, nous allons peut-être sortir de cette mise en bouche. Je rappelle, c'est tout simplement une mise en bouche. Alors, Lucien, vous allez prendre la parole, mais quand même d'abord à notre ami Ibrahim. Alors, Ibrahim, les attentes pour beaucoup. Il y en a qui ont beaucoup d'attentes. Vous avez commencé, vous avez déjà une certaine satisfaction. Il s'intéresse à la paix. À la paix. Oui, c'est une grande satisfaction pour vous. C'est une grande satisfaction. Oui, alors les autres attendent. Qu'est-ce que l'on peut attendre véritablement? Les autres attendent maintenant ce monsieur Bidima qui a dit, et c'est vrai, parce qu'il y a une lutte dans cette maison-là entre les conservateurs. Vous comprenez bien, et les gens qui sont là pour vouloir détruire carrément l'image de l'Église. C'est ça le véritable problème. Parce que ne prenez pas même le pape François à partir. Vous savez pourquoi le pape Benoît s'est retiré? Il a commenté un rapport, a dit une enquête en interne. Il a compris qu'il était loin d'être le responsable de cette Église-là. Vous savez, le monde est ouvert. L'élection de ce pape-là aujourd'hui nous a montré, je vous assure, des choses qui se passent dans cette grande maison-là qu'on appelle, n'est-ce pas, le Vatican. Donc, à partir du pape François, il y a des choses qui se passent. Je vous ai parlé des lobbies tout à l'heure, qui sont derrière ces personnes-là, pour pouvoir détruire l'image de l'Église. Oui, alors... donc là où il y a les hommes... Vous avez parlé de la paix, il s'intéresse à... Oui, c'est que je veux maintenant de lui. En plus de la paix, il y a quand même d'autres fléaux. L'homosexualité. Tout à l'heure, l'homosexualité. Vous avez vu ce que ça a fait dans le monde. Les conservateurs qui disent, bon voilà, que c'est impossible, c'est vrai. Ne doit pas se marier, ne doit pas... Jamais il ne venait pas dire que vous allez réformer la parole de Dieu. C'est que Dieu a écrit. Vous avez vu, le 10 commandements a été écrit
Le 10 commandements, ce n'est pas nos constitutions africaines. Okay. Où on peut le tripoter comme on veut. La parole de Dieu reste. Tu veux, tu t'adhères, n'est-ce pas? Tu es chrétien, tu as la foi, mais tu ne peux pas venir dire que tu veux transformer ou changer la parole de Dieu. Le 10 commandements, vous avez vu comment ça a été scruté avec le feu. Okay. Sur une pierre, ou tu l'acceptes ou tu ne l'acceptes pas. Il n'y a pas question de modernisme. Venir dire que les femmes peuvent devenir aussi des prêtres, diriger des prières, ou il faut bénir le mariage des homosexuels. Il faut effacer ça carrément. C'est un grand lobby qui dirige le monde et qui veut aussi détruire vraiment l'image de l'Église. On vous a suivi. Voilà justement. On vous a suivi. S'il peut venir seulement lutter. On vous a suivi. Non, non, là nous serons vraiment contents. Très bien. Et que Dieu l'accompagne vraiment dans sa mission. Vous êtes certainement. Alors, oui, je voulais quand même dire quelque chose. Allons-y. Non, par rapport à ça. Il faut aller dans le sens comprendre que le problème par rapport au pape africain, par rapport le problème de la foi, là aussi, je veux quand même interroger au niveau de l'anthropologie, au niveau culturel, au niveau ancestral, au niveau des vraies valeurs africaines. On ne peut pas dire que c'est les autres qui ont plus de foi que les Africains. Parce qu'il faut aller dans le principe de savoir que le problème de la foi, c'est l'Afrique qui est le berceau de la foi, le berceau de la lumière, le berceau de l'humanité. Il faut le dire. Avant même que les églises n'arrivent, Jésus-Christ c'est 2000 ans, mais avant 2000 ans, nous avons, l'Afrique avait véritablement ses méthodes et son modèle de croire en Dieu. Alors on ne peut pas venir nous dire aujourd'hui que s'il faut aller dans ce sens, c'est pratiquement l'Afrique qui doit apprendre. Non, c'est plutôt les autres qui doivent apprendre de nous. Mais maintenant, il faut même aller dans le sillage de Jésus-Christ. Mais j'ai la chance, moi, d'avoir fréquenté en Israël. Même Jésus-Christ, à un moment donné, s'est abreuvé en Égypte. Donc, l'Égypte, au niveau culturel, au niveau anthropologique, au niveau ancestral, reste quand même le berceau de l'humanité. Et nos ancêtres aussi jouent un rôle très important. Je pense au pape Jean-Paul II qui accomplit cela au niveau de dire que désormais les Africains peuvent asseoir leur culture, leur manière de croire en Dieu par rapport à leur réalité culturelle. Maintenant le pape, et je sors là, le pape qui est arrivé, moi aujourd'hui ça ne m'étonnerait pas que le pape soit africain. Mais sauf que c'est quand même un problème de vote. Quand vous regardez, dans les 130 ou 132 cardinaux que nous avons, il y a combien d'Africains là-dedans? Plus ou moins 17, si je m'en tiens en fait. Je ne connais pas très bien le chiffre. Nous sommes encore majoritaires. Ce que moi je vais demander à ce pape qui arrive, c'est qu'il faut le maximum de cardinaux africains. Nous en avons même au Cameroun, les gens qui peuvent aspirer à cette fonction. Pour que prochainement, il n'a que 69 ans, et c'est ce qui est bien. Pour que prochainement, quand on va élire un autre pape, qu'il y ait d'abord plus ou moins cet équilibre-là entre les continents. C'est vrai que vous allez me dire qu'au niveau des États-Unis, il n'y avait pas suffisamment de cardinaux. Mais aujourd'hui, nous croyons qu'il y a eu un pape américain, c'est très bien pour révolutionner de ce côté, pour continuer à asseoir une autre philosophie, même aux États-Unis. Mais maintenant, l'heure est venue pour qu'après ce pape, qu'il y ait un pape africain. C'est normal, c'est normal. Merci bien. Alors, Madame Ekan, bienvenue. Merci, bonsoir. Bonsoir à tous mes copanélistes, bonsoir à tous les millions de téléspectateurs de Info TV. Déjà, je m'excuse pour le retard, parce qu'en réalité... Je n'ai pas dit cela aux téléspectateurs. Non, parce que je pense bien que les téléspectateurs ont remarqué que l'émission a commencé. Je vous passe par la parole. Ils ne peuvent quand même pas penser que vous ne donnez pas l'honneur aux dames quand même. Voilà. Donc, il faut bien laver votre image aussi. Je pense que... Vous me dites bonsoir pour que j'enchaîne une fois avec le sujet. Je vous dis bonsoir et je rappelle que vous êtes du PCRN, militante, communicante également, du PCRN, le parti de Cabral Libi
déclaré déjà candidat à la présidentielle? Il a été, en fait, il s'est déclaré candidat. Le PCRN a son candidat depuis des années déjà, donc c'est pas un secret pour On en parle tout à l'heure, les primaires ou pas du tout. Voilà. On verra bien. Dans tous les cas, je profite pour dire à vos téléspectateurs que le président du PCRN est actuellement dans la région du Nord, précisément dans l'arrondissement de Bibémi, où d'ailleurs un sous-préfet a fait une interdiction qu'il a écrit à la hâte, à la main d'ailleurs à la dernière minute. On ne sait pour quelle raison, mais bon, c'est aussi ça le Cameroun. Qu'est-ce qu'il a écrit? Il a interdit la rencontre à Bibémi, je dis à la dernière minute, pendant même que le président était déjà sur le terrain. On arrive avec une interdiction qui est écrite carrément à la main et tout ça. Donc, et nous félicitons les populations de Bibémi qui étaient vraiment en plein dans la cérémonie, donc qui n'ont pas prêté attention à ça. Oui, cela n'a pas eu impact sur la cérémonie. Merci. Quand on se prénomme Hortense, on est chrétienne, on est baptisé. Bon, déjà, moi, je ramène souvent beaucoup plus mon nom aux fleurs d'Hortensia. Hortensia. Voilà. Donc, si vous voulez faire allusion à l'église, oui, je suis chrétienne. Ok, vous êtes Hortensia. Il y a quelqu'un qui aime également, sur ce plateau, il aime les Olivia, les Hortensia. Enfin, il aime bien abréger les noms comme ça. Alors le pape, le nouveau pape, il est connu, le cardinal Prévost, donc élu pape, et c'est le 267e pape. Vous avez trouvé que nous sommes en train de débattre sur les attentes, non seulement des habitants du monde, surtout de l'Afrique. Il a prononcé un discours à sa première sortie, il plaidait pour la paix dans le monde, et parmi les noms, les pays qu'il a cités, beaucoup de Camerounais estiment qu'il est grand temps qu'on commence à citer, n'est-ce pas, à citer le Cameroun parmi les pays instables en ce qui concerne la paix, mais malheureusement, peut-être ça a été un oubli pour le pape, et d'autres attentes en ce qui concerne donc ce pape-là. Hortensia, vous avez certainement suivi cette actualité, votre analyse. Personnellement, moi je n'ai aucune attente. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est l'une des choses qui m'intéresse vraiment le moins. Parce qu'en réalité, qu'on élise un nouveau pape ou pas, ça ne change en rien la situation de l'Afrique. En fait, l'Afrique ne gagne vraiment rien, en général et particulièrement le Cameroun. Vous constatez quand même qu'il y a une attention mondiale. C'est-à-dire tout le monde entier était donc concentré à Rome hier, ou alors depuis quelques jours. L'attente, n'est-ce pas, de ce nouveau pape, et immédiatement les réactions des présidents du monde, des pays du monde, et les pays les plus puissants même du monde ont immédiatement réagi à l'instar de Trump. Vous estimez que ceci est un non-événement? Je ris parce que les réactions de Trump sont souvent un peu bizarres. Parce qu'il faut déjà dire qu'avant même qu'on élise le premier pape, Trump avait déjà réagi. Donc, est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'est son influence? Est-ce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent là-dessus? Et lorsque vous dites que le monde était tourné vers là-bas, moi particulièrement, j'étais dans mon business. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque nous regardons comment, à l'allure où va le monde actuellement, on se demande quelle est réellement la position de l'Église. On se retrouve où le monde est carrément en train de tourner à l'envers, parce que lorsque nous tous nous lisons la même Bible, et nous avons des dérives qui n'existent pas dans la Bible, mais que l'Église quand même accepte aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi lorsque je dis pour l'Afrique, ce n'est pas vraiment important, parce que rappelons qu'avant l'arrivée de l'Église catholique, on ne va pas dire que les Africains ne croyaient pas en Dieu. Les Africains croyaient bien en Dieu avant l'arrivée de l'Église. Mais comment est-ce que les Africains pratiquaient leurs croyances? Comment est-ce que les Africains manifestaient leurs croyances? On n'a jamais su comment. Mais est-ce que les Africains ne croyaient pas en Dieu avant? La seule différence avec la croyance en Dieu... Il y avait quand même le nom Zamba, Zambe et autres. Voilà. Donc avant, chez les Bassans, on appelle l'Olombi. Donc avant l'arrivée de tout cela, on croyait bien en Dieu. À la seule différence que les Africains n'ont pas écrit leurs croyances sur un livre. Les Africains n'ont pas dit comment est-ce qu'on pratiquait la croyance en Afrique. Les Africains n'ont pas dit quel était le processus par lequel il fallait passer
pour être prêtre, parce que nous avons des prêtres qui sont des traditionnalistes, bien qu'il y ait d'autres personnes qui ont transformé la tradition en charlatanisme et tout ça, et tout ce qui va avec, mais on croyait bien en Dieu. Mais comment est-ce que ça se faisait en Afrique? Personne n'a jamais cherché à savoir comment est-ce que ça se faisait. Mais il faut quand même que moi, j'ignore ce que je dois faire en longueur de journée, parce que je dois regarder du matin au soir ceux qui sont en train de choisir un pape. Moi, je ne sais pas. Déjà, ça, c'est... Il faut dire que la foi n'est pas obligatoire. Donc, de la même façon qu'on ne m'oblige pas à adhérer à une église, à croire à un pape ou à croire en ceci, de la même façon, on n'oblige pas aussi à ceux qui croient à l'église de croire à la façon dont l'Afrique louait Dieu avant. C'est pour ça que j'accorde très peu d'attention à ce sujet, parce que honnêtement, je ne me sens pas vraiment concerné. Merci. Votre avis compte. Alors, nous allons sortir de ce sujet. Alors, docteur Ngubal, il faut quand même, Hortense venait quand même de dire quelque chose. Beaucoup de téléspectateurs qui nous écrivent disent, ben voilà, c'est l'affaire des autres. Est-ce que nous n'avons pas nos croyances? Nous n'avons pas... Pourquoi est-ce que nous ne croyons pas à nos traditions? Est-ce que c'est cette Église catholique-là qui doit dominer véritablement le monde? À ce niveau, les Africains s'interrogent. Et la grande question ici, on se pose la question, à quand le pape noir, même si c'est symbolique? You see, Mr. Apollinaire, that is the problem I have with us Africans. That is the problem I have because Mr. Bizima and Hortense are saying that Africans had their religion. Il nous a dit que c'est divina. C'est ça? Oui. Okay, voilà. Divina. Yes, sorry. Thank you for that correction. Okay. That is why I'm saying you people are saying that we had our religion. What I'm now saying is that Africans had their religion, which I agree with you people. Africans were the first to have a religion because the three Abrahamic religions, that's Judaism, Christianity, and Islam, it was birthed in Africa. But this is my question. Africans will have this religion. What are we now doing? Where are we now? Why is Africa the most corrupt continent? Why is bad governance the highest in Africa? Africa is the richest continent in raw materials, but the poorest. Why? That is a problem. Mais parce qu'on veut toujours copier les autres. That is essayant de copier, on fait tout à l'envers. We are the ones copying. Why can we not? If you look at our educational system, they don't teach African traditional religion. Why are we not teaching it? Is it the wine man or is it Vatican that has come and say, don't teach your children the African traditional religion? No. Is it the wine man or is it the Vatican coming and telling our ministers to be riding in Prados of 108 million when there are no schools, there are no roads, people are not, there are no equipments in hospitals? That is the problem of Africa. And so Africa should use its ancient power, that is its ancient spirituality, to be able to develop itself. If we cannot develop ourselves based on our past religion, then it means that the problem is us. The problem is not the Vatican. The problem is not the white man. That is the problem. And that is why I said that Africans should not only be saying, oh, we Africans, nous sommes le berceau de la civilisation, nous sommes le berceau de la spiritualité. Non, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour mériter cette position? On ne fait rien, c'est ça le problème. Parce qu'on parle de la corruption, c'est l'Afrique. Les guerres, les conflits, c'est l'Afrique. Pourquoi? On arrive, les Africains, c'est-à-dire l'Afrique noire, on n'arrive même pas à s'entendre. C'est un problème. Regarde, tantôt on va parler des élections présidentielles 2025. Plus de 20 candidats déjà, ben, est-ce que c'est sérieux ça? On en parle tout à l'heure. C'est pas sérieux ça? Vous allez voir, on en parle tout à l'heure. Très rapidement, il y a beaucoup de messages, mais comme Hortense vient d'arriver, je ne sais pas pourquoi est-ce que lui, le premier message qu'il lui envoie, bonsoir, dites à Hortense qu'elle est très belle, docteur Lémé Joël. Hein?
Docteur Lémy-Joël, je crois que vous avez reçu l'information. Il y a également d'autres messages, ce SMS qui... Non, c'est trop long, nous ne pouvons pas lire. Ceci, nous allons prendre... Alors, monsieur Thomas Massok nous écrit « Appelez mon arrière-petit-fils, beau-fils, ai-je besoin d'un intermédiaire entre le Créateur et moi pour assumer mon existence spirituelle et morale. Une autre forme de néocolonialisme spirituel à nous dominer de génération en génération, même comme j'ai entendu de lui parler de paix au vu des conflits que nous vivons dans le monde. Il n'y a rien à attendre des autres quand nous attendons rien de nous-mêmes. Parler de sa nouvelle fonction spirituelle est précoce. Massok Thomas, toujours lui qui dit ouais Bidima, dans des roucoulements nutritionnels, tu ne parles que pour toi. Excuse-nous. Je ne sais pas pourquoi il le dit, peut-être il nous le fera savoir plus tard. Autre réaction, bonsoir Prince et le panel. Le développement de M. Bidima, Lucien, laisse penser que les dés étaient pipés en faveur du pape élu, car il laisse à penser qu'il est élu en fonction du contexte mondial des humains. Donc, ce n'est pas une élection divine. Amara depuis Abidjan. Autre réaction reçue. Bonsoir mon frère, bon panel pour la thématique. Le pape, qu'il soit africain ou d'un autre continent, comme c'est le cas, reste le chef de l'église catholique. Alors, vive le pape, c'est Adjomo depuis Niété. Autre réaction reçue, tout ce qui se passe dans le monde comme événement majeur est soit une continuité de ce qui avait été pensé, soit une séparation à ce qui avait été pensé. En fait, tout ce qui arrive dans ce monde est nullement le fruit du hasard. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai l'habitude de dire ici, géopolitiquement, l'Afrique n'existe pas. Parce que non seulement nous subissons ce que les autres pensent pour nous, mais pire encore, nous tardons à organiser afin d'y répondre efficacement. Si vous lisez par exemple le livre de Alexandre intitulé « Le monde vu par la CA en 2035 », vous comprenez aisément que certains événements majeurs de ces 30-40 dernières années avaient été bel et bien pensés et orchestrés. Je crois que la personne continue. Nous allons y revenir très rapidement. Monsieur Ibrahim, alors là, on parle quand même. Certaines personnes disent que si ce n'est que le catholicisme, nous dépendons des autres. Pourtant, nous avons notre spiritualité. Quelqu'un me faisait encore savoir que nous avons encore ces puissances-là. Il y a des personnes qui sont des militaires ou qui sont dans l'armée, quand ils sont sur le terrain, quand on tire sur celui-là, il disparaît, on ne retrouve que ses habits ou ses chaussures. Moi, je veux faire de cette puissance, de cette spiritualité africaine-là. Ça, ce n'est pas la croyance, ce n'est pas Dieu là-bas. C'est pas vraiment, Dieu. Nous cherchons trop les Africains, pourtant nous ne faisons rien pour, n'est-ce pas, consolider nos acquis d'avant. C'est ça le problème. Mais le véritable problème, la religion, c'est autre chose. Hein. Je vous ai parlé d'Abraham. Les trois religions. Le judaïsme, le christianisme et l'islam. Tout a un fondement. La foi de Dieu, c'est que Dieu nous a recommandé, le 10 commandements. C'est la base de tout, l'humanité. Ce n'est pas un problème d'Africains, des Asiatiques, des Européens, je ne sais pas d'encore quoi. Donc,
Laissons, n'est-ce pas, nos croyances africaines. Oui, on a nos croyances, tout ça, ça ne se discute pas. Et ces croyances-là, quand vous voyez, sur chaque tribu, parce qu'à l'époque, les Africains ne vivaient que, n'est-ce pas, selon des groupes. On est d'accord? Chacun, n'est-ce pas, a une façon de faire, si c'est les Bassas, si c'est les tout pourris, si c'est les Bakuere là-bas. Chacun a une croyance à quelque chose selon sa tradition. Mais cela ne fait pas une religion homogène où tout le pays, où tout un continent, n'est-ce pas, on peut suivre. Nous avons une religion, nous avons Dieu. Si tu crois à Dieu, tu dois respecter sa parole. Et sa parole commence par les 10 commandements. Qui est fait, c'est universel, c'est pour tout le monde. Qui veut croire, n'est-ce pas, la présence de Dieu. D'où les catholiques. Ok. On est d'accord? Ne disons pas un problème. Oui, tu peux avoir ta croyance africaine. Oui, tu peux avoir ta croyance africaine, des petites magies par-ci, par-là et tout ça, qui ne nous sert d'abord à rien, parce qu'on n'a pas développé ça pour fabriquer des choses modernes. Aujourd'hui, le blanc est capable, c'est grâce au blanc, aujourd'hui, nous avons des téléphones. Que ça nous sert, il y a des c'est pas vrai. Hein? Mais ça nous sert à quoi? En dehors du mal. Ok. La croyance africaine n'est que bonnet à ça. Je te fais mal là, tu fais l'accident en route, c'est tout. Je t'envoie le maison où tu prends, n'est-ce pas, une chaussure, tu te retrouves en France. Nous avons des Camerounais qui font quoi? Qui vont fabriquer quoi? Qui disent qu'ils sont des sorciers. Ils ont même une association des sorciers et ils nous expliquent qu'il y a la sorcellerie positive et la sorcellerie négative. Ça nous a inventé quoi au Cameroun? Merci. En dehors des accidents que nous voyons partout, un fils vient de l'Europe, il devient fou tout de suite, il ne rentre plus. Oh là là. Parce qu'on l'a tué au village. Oh là là. Dans tous les cas, même ceux qui sont dans le christianisme, même ceux qui sont dans l'église sont aussi les mêmes accidents. Merci. Alors si c'est ça qui sauvait des accidents, c'est que les accidents n'existent pas. Non, il y a une croyance. Merci, rapidement. Il y a une croyance. À 18h. Non, la croyance n'empêche pas les accidents. Merci. La croyance n'empêche pas le négatif. Nos affaires africaines. Non, même en Occident, même au Vatican. D'ailleurs, si l'église était quand même cet endroit-là qui donne tout, c'est que le pape qui est mort ne devait pas mourir. Donc dire que les croyances africaines ne sont que négatives, je ne dis pas que c'est t'empêche de mourir. Non, c'est pas vrai. Il y a des gens qui tombent souvent malades. On les soigne avec des plantes que quelqu'un a sorcellerie de il y a des traitements qu'on obtient grâce à la tradition. Merci à vous. Alors, le problème, c'est que s'il vous plaît. Le problème, c'est qu'on n'a pas écrit notre tradition sur un papier, ni sur un livre. Voilà. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Merci Ambroise Michel. Nous comptons sur vous pour analyser en profondeur ce sujet. Malheureusement, vous avez été empêché, mais vous avez quand même tout fait pour arriver. Je rappelle que vous êtes de la société civile et vous êtes missionnaire également. Alors, la Bible, vous la lisez tous les jours, mais nous parlons là du pape et le nouveau pape, l'élection, n'est-ce pas, du nouveau pape, le 267e. Il y a une chose qui lui tient à cœur, la paix d'abord dans le monde, mais est-il véritablement l'héritier du pape François, avec tout ce que cela comporte? Il y a des gens qui estiment que bénir les couples homosexuels, c'est pas normal, ainsi de suite, et tout ce que cela comporte. Va-t-il continuer ce qu'a commencé le pape François, ou alors c'est un nouveau son de cloche? Quel regard jetez-vous sur ce nouveau pape? Je tiens d'abord à m'excuser pour ce petit retard. C'est vrai que quand on aura tout décongestionné, on pourra certainement mieux circuler dans la nation. Maintenant, le Saint-Esprit nous aide à être là tout de même. On dit mieux vaut tard que jamais, et mieux vaut tard que jamais d'avoir un pape qui peut-être vient ainsi avec de nouvelles réformes. Quand il est question d'idéologie, le missionnaire va parler un peu plus biblique. Mais quand il est question d'institution, il faut parler de l'État du Vatican qui vient d'avoir son chef d'État, son président. Et là, il faut respecter leurs institutions, il faut respecter leur politique, leur constitution et leur souhaiter que du bonheur. Maintenant, s'il faut mettre cela dans la pensée de la politique africaine pour venir, n'est-ce pas, sur le sujet, les Africains qui rêvent d'un pape noir, c'est parce que quelque part, il y a une sorte de rupture avec l'identité culturelle.
s'il n'y a pas de religion africaine et que la religion des Africains est celle de Rome, il est normal que les Africains se retournent vers Rome pour espérer qu'un jour ils puissent être représentés à Rome. Pourtant, Rome, le Vatican, c'est un État. Je rappelle que vous êtes missionnaire. C'est très important. Et vous dites que les Africains, ils ont coupé, n'est-ce pas? Il y a une rupture avec la réalité spirituelle africaine. C'est la rupture avec la culture, la tradition africaine. Ils ont plutôt embrassé cette autre culture qui vient d'ailleurs. C'est clair. Ça devient compatible avec leur réalité. C'est clair. Maintenant, quand la politique s'y mêle, on ne peut pas faire de confusion parce que l'évangélisation dans cette mission a commencé bien longtemps avant que la politique de conquête, n'est-ce pas, et d'impérialisme n'arrive. Ça veut dire que lorsque l'eunuque éthiopien dans Actes chapitre 8 rencontre l'apôtre Philippe, il n'est pas question de politique, il est question du message saint de l'évangile. Mais lorsque une mission organisée avec les cardinaux décide, n'est-ce pas, d'aller prendre possession de l'Afrique, c'est tout autre chose. Il s'agit d'imposition d'une culture. Et cela se voit d'ailleurs, vous allez entendre dans certaines cathédrales où on impose d'une certaine manière, on l'a fait d'ailleurs, le latin. Vous ne savez même pas ce que ça veut dire, mais vous chantez en latin. Je peux continuer de saluer celui qui a précédé, ceux qui ont précédé celui qui est là aujourd'hui, particulièrement le pape Jean-Paul II. Il avait parlé d'inculturation. Ça veut dire que quand je suis dans un débat avec un prélat catholique, ils se vantent de l'inculturation. Avant, il n'y avait pas les balafons, les tam-tams dans les églises. Non, pas du tout. C'était, vous pouvez imaginer tout ce qui fait dormir souvent dans les églises. Mais ils parlent de contemplation et de méditation. C'est leur droit et c'est leur spiritualité. Mais ils ne devraient pas, ils n'auraient pas dû vouloir nous imposer cela. Donc, le réveil pour l'Afrique aujourd'hui a déjà commencé, c'est une marche. Mais pour préciser pourquoi est-ce que l'Afrique peut rêver, c'est parce qu'il y a une prophétie, qui est la prophétie, n'est-ce pas, de celui qu'on appelle Saint-Michel de Notre-Dame. Un très grand prophète, un évêque qui a fait ses marques dans le domaine prophétique. Celui qui avait prophétisé, n'est-ce pas, la destruction des 2 tours. Vous pouvez imaginer là, il a fait beaucoup de prédictions qui sont réalisées. C'est lui qui a prédit qu'un pape noir viendrait. Et même ceux qui font des recherches sur le plan islamique savent qu'il y a une prédiction selon laquelle un pape noir doit venir. Et que ce pape noir va restaurer l'Afrique, n'est-ce pas, dans sa tradition et la contribution culturelle pour, n'est-ce pas, rejoindre le père peut-être qui n'a pas ces informations, ou bien ces révélations. Non, l'Afrique a eu raison à ce moment d'y penser. Mais maintenant, on ne force pas la réalisation de ce type de prophéties. Si elles sont divines, elles se réaliseront certainement. Maintenant, qu'on ait un pape qui s'appelle Léon 14, ça veut dire que s'il veut faire une continuité d'après le choix de son nom, ça veut dire qu'il va être la continuité de Léon 13. Et vous savez, l'Église aujourd'hui a vraiment besoin d'exorcisme. Ça veut dire quand il dit « je suis la continuité de Léon 13 », ça veut dire qu'il vient pour exorciser. Et ceux qui pensent qu'il va adhérer à leur philosophie, peut-être d'homosexualité ou encore d'autres tendances, peut-être de mariage de prêtres et autres, je peux vous rassurer qu'ils se mettent le doigt dans l'œil. Il vient comme un conservateur, il vient avec une pensée d'assainir. Et c'est pas facile parce que nous avons connu quelqu'un d'autre qui est venu avec cette pensée et qui n'a fait que 33 jours. Donc, il est important pour ceux qui croient à l'idéologie catholique, j'y arrive, à ceux qui croient, n'est-ce pas, à l'institution catholique, qu'ils commencent à prier pour ce pape qui a déjà commencé à poser les jalons, n'est-ce pas, d'une sorte de renouvellement dans, n'est-ce pas, cette église catholique. Pour nous qui observons ces choses, nous ne voulons pas dire que la fumée blanche et la pensée, n'est-ce pas, d'un pape qui tomberait du ciel est une sorte d'illusion. Mais maintenant, dans le domaine de la religion, il y a beaucoup de bluffs. Et on peut commencer de croire qu'il serait tombé du ciel. Non, non, non. Il y a eu le vote. Quelque chose s'est passé à l'intérieur. Il y a eu le vote. Il y a eu un pourcentage. Plusieurs de fumée noire. Bon, c'est normal parce que ça dépend du quota qui est exigé. Vous savez, quand il y a des élections, on peut dire le président, c'est celui qui est élu à 70%. Et arrivé, ça arrive à 65, ça arrive à 67. On recommence, n'est-ce pas, à travailler dans ce conclave. Maintenant, ce sont les mystères. On commence à travailler parce qu'en fait, on nous dit, là-bas, ils sont coupés du monde. Ils n'ont ni Internet, pas de téléphone, rien, pas d'instruction, même à manger. C'est peut-être, on pousse cela d'une autre. Comment est-ce que ils peuvent être conscients que
Le vote que nous avons fait, ce premier vote, n'était pas le bon. Mais c'est divin. C'est divin. Bon, c'est là que c'est divin, c'est très bizarre, parce que si c'est vraiment Dieu qui doit parler, en fait, si c'est Dieu qui parle, il devait dire la même chose à tout le monde. Est-ce qu'il va dire une chose à d'autres, dire l'autre à d'autres? Pourquoi d'autres choisissent celui, c'est d'autres choisissent? En fait, c'est une question que je pose. Moi, je suis un catholique. Donc, je ne connais pas. Moi, je vais juste poser la question. Hésitation. Oui. Pourquoi? Sachez-le, quand on parle de conclave, c'est une forme de synode, mais pas un synode général, réservé à des cardinaux et certaines autres personnalités, dont la fermeture signifie que c'est une sorte d'exclusion. C'est pas inclusif. Ça veut dire que le secret même de ce qui se passe en conclave ne devrait pas être mis à nu. Ça veut dire que la seule chose que vous devez voir, c'est soit la fumée noire, soit la fumée blanche. Oui. Maintenant, si vous voulez être cardinal, pourquoi pas? Il y a toute une longue procédure. Ok, merci. Merci à vous, Monsieur Bizima. Il faut revoir la culture, ou alors la spiritualité, la religion africaine. Faut-il une religion africaine? Non, mais on ne peut pas dire qu'il faut une religion africaine. Et puis moi, je suis toujours perplexe lorsque nous-mêmes, on arrive à vouloir tout critiquer les autres et à croire que nous sommes tous responsables de ce qui nous arrive nous-mêmes. Les Africains existent depuis longtemps. Je peux me dire que, comme je disais, le berceau de l'humanité, mais concrètement, je suis un peu d'avis avec mon frère. Qu'est-ce que nous avons fait pour pérenniser notre propre culture? Parce que c'est d'abord un problème culturel. Maintenant, ceux qui croient en Jésus-Christ, comme moi, je dis, effectivement, Jésus-Christ a vécu. Et il y a les 10 commandements. Il y a ce qu'on appelle l'église monothéiste. C'est-à-dire que les gens qui croient en un seul Dieu. Alors, mais je viens à ce qui concerne les traditions au niveau du Vatican. Le Vatican a sa tradition. Le Vatican a ce qu'on peut appeler conclave. Tout ce que nous allons dire là, nous allons que cogiter parce que personne ne connaît la réalité de comment ça se passe à l'intérieur. Personne n'a jamais eu le courage de le dire. D'ailleurs, les principes qui y sont, si vous essayez de dire quoi que ce soit, quelque chose, voilà. Alors, mais je dis, aujourd'hui, ce qu'ils nous font croire, c'est-à-dire qu'il y a eu l'Esprit Saint qui a manifesté à certains d'entre eux, et puis nous avons quelqu'un. Mais ce que moi je peux quand même comprendre, c'est que peut-être qu'il faudrait petit à petit qu'on s'inspire de cette démocratie-là. Et vous voyez 133 personnes qui ont tenu tout le monde entier en haleine. Qu'on n'aime pas l'Église catholique, c'est 1,4 milliard d'habitants minimalement. En fait, c'est ce qu'on croit. Aujourd'hui, c'est l'Église qui a quand même la seule Église qui a un État. Où le chef de cette église-là a rendu chef de l'État. Qu'on aime, qu'on l'aime pas, il influence sur notre vie. Parce qu'on a toujours à croire que non, ça ne nous fait rien, non, ça ne nous fait rien, non, on dit ce qui n'est pas vrai. Parce que nous ne sommes pas dans un monde cloisonné. Nous sommes dans un monde de partage. Okay. Nous sommes dans un monde mondialisé. Excusez de la tautologie, ça veut dire qu'aujourd'hui, si les États-Unis décident, indépendamment de nous attaquer, ils vont changer notre vie, soit positivement, soit négativement. Alors je conclue en disant, le pape, moi j'ai toujours cru d'une manière ou d'une autre, que d'ailleurs on l'appelle le souverain pontife. Il faut croire, il faut accepter. On ne peut pas quand même dire qu'un milliard d'individus, plus d'un milliard, qu'ils se trompent, forcément. Non, on ne peut pas les attaquer de cette manière-là. Ce que nous devons dire, c'est qu'effectivement, il y a eu un pape. Et ce pape-là, pour ceux qui sont catholiques comme moi, eux, ils croient en lui. Et ça ne devrait gêner personne. Ok, c'est suivi. C'est suivi, Lucien. Mesdames, messieurs, nous allons lire vos réactions tout juste après, parce que c'est l'heure, n'est-ce pas, de vous faire l'annonce pour ce soir. Vous savez que comme tous les vendredis, nous avons une autre émission à partir de 21h. Elle, c'est à vous la parole. À vous la parole, donc, de ce soir. Jean-Jacques Zé reçoit donc Valère Bessala, le guide Jouvence, hein,
candidat à la présidentielle 2025 avec donc Jean Jarzé. Ils vont donc parcourir non seulement le programme politique de Valère Bessala, la vision de Valère Bessala et également cette présidentielle de 2025 très attendue. Donc, rendez-vous à ne pas manquer à partir de 21h ce soir. Très rapidement, puisque nous parlons donc de la présidentielle, nous allons prendre d'un moment à l'autre le deuxième sujet, mais rapidement, je vous l'ai promis à un cher téléspectateur, lire vos messages. Omar ou depuis Garoua nous écrit: bonsoir monsieur Omar et vos panélistes, vraiment je n'arrive pas à comprendre les collaborateurs du président Paul Biya. Le président de la République a donné la paix, la démocratie aux Camerounais, mais certains de ses collaborateurs sont décidés à détruire tout son travail. Un opposant a parlé le feu et des usines à gaz. Maintenant, c'est au tour des sous-préfets de pousser la population au soulèvement. Les interdictions aux partis de l'opposition et de trop quand même. Pourquoi ne pas encadrer tout simplement leur rassemblement avec la police? Dans tout ça, M. Ongba, c'est le nom du président de la République qui sera mangé dans toutes les sauces et non les leurs. Ousmane, donc, depuis Garoua. Oui, il intervient pendant que nous sommes en plein débat. Bonsoir, j'espère que on vous a suivi. Bonsoir, le grand soir. Un grand visionnaire et artiste camerounais a chanté: je me demande si un jour il y aura un pape noir ici sur terre. Merci à vous. C'est monsieur Mbébi qui nous écrit. Autre réaction reçue: bonsoir Prince, bonsoir le plateau. Le pape apporte quoi au Cameroun? Il nous sert à quoi? C'est avec les Européens et non les Camerounais. Les militaires meurent presque chaque jour dans le Nozo. Les médias camerounais n'en parlent pas. Jules depuis Paris. Bonsoir, merci à vous de nous écouter, de nous regarder depuis Paris. Il y a notre ami qui continuait donc à dire: bon, j'ai suivi comme beaucoup d'autres avec un grand intérêt la cérémonie d'investiture du nouveau pape Léon XIV. Comme diront certains chrétiens, un choix inspiré du Saint-Esprit. Permettez-moi une fois de plus encore de pleurer de toute cette naïveté qui anime certains de mes frères et sœurs. Bien avant l'arrivée de ce nouveau pape américain, d'aucuns ont espéré et même rêvé voir un noir africain s'asseoir sur le trône de Saint-Pierre. Mais comme je l'ai dit plus haut, le hasard n'existe pas en géopolitique et le vote du chef de l'Église catholique romaine est un vote purement, essentiellement, éminemment et stratégiquement géopolitique, très loin des rêveries et gamineries de ceux et celles-là qui parlent d'inspiration du Saint-Esprit. La personne écrit assez, c'est beaucoup, mais nous allons nous arrêter là. Ceux qui nous ont envoyé les messages, les simples messages, c'est par faute d'écriture que les Africains sont manipulés par les Blancs. En ce qui concerne la croyance, on avait Zama, Zambi, Mundo et Jomo Nefak, qui aussi, Jomo Nefak donc depuis qui aussi. Autre réaction reçue: bonsoir, quand on demande un pape noir, c'est comme s'il n'y a jamais eu un pape noir. La personne n'a pas signé. Puis nous sortons. Bonsoir, moi je préfère qu'on revienne dans notre tradition africaine. Si on regarde ce que ces papes veulent nous faire voir maintenant, je ne vois pas leur importance religieuse. Patrice depuis Garoua. Merci à vous. Merci pour toutes ces contributions. Nous allons arrêter là pour continuer avec le second sujet à l'ordre du jour.
Et comme je l'annonçais, le second sujet à l'ordre du jour présidentiel 2025, des candidatures à l'appel, ils sont nombreux, près de 30 déjà, qui sont n'est-ce pas, déclarés, qui ont déjà déclaré leur candidature à cette présidentielle. Pour mieux planter le décor, mesdames, messieurs, je vous invite à suivre d'abord ce reportage, et puis on se retrouve tout juste après. À quelques mois de la présidentielle d'octobre prochain, certains acteurs ont déjà annoncé leur candidature via différents canaux et se mobilisent de diverses manières pour toucher l'électorat. Parmi ces personnalités figurent des profils bien connus de la scène politique et de la société civile nationale. Cabral Libi, classé 3e lors de la dernière présidentielle, Joshua Oshi, investi par le Congrès SDF, Maître Akeremouna, investi par le Parti Univers, Serge Espoir Matomba, premier secrétaire du PURS, Maurice Kamto du MRC, manifeste l'intention de renverser le régime. Preuve de la démocratie pour certains Camerounais. C'est d'abord la preuve que dans notre pays, il règne la démocratie. Donc, nous étions avant à un parti unique. Nous voyons aujourd'hui plusieurs partis qui s'affrontent pour gagner une élection, celle de la présidence de la République. Et donc, c'est donc une preuve que notre pays est démocratique. D'autres figures peu connues s'engagent dans cette bataille politique, débouchant au palais présidentiel. Certaines sont habituées des plateaux de télévision comme Célestin Bidjigi du PAL, Valère Bessala de Jouvence, l'avocat Christian Tsimbane Mbomo, Jean Baïbek de l'UPC, Patricia Tomano Ndamjoya de l'UDC, Jean-Blaise Ngouet, qualifiés par les citoyens de troubles faits. Cette prolifération, pour moi, il y a certains qui jouent juste de folklore ou bien jouent des doubles fêtes. Pour moi, c'est ça. Mais on attend encore parce que peut-être le plan n'est pas encore appelé. On verra le vrai candidat le moment venu. D'autres candidatures déclarées bien que peu connues par rapport au premier sont tout aussi engagées pour sortir victorieux de l'élection. Se trouve dans cette position l'entrepreneur Jim Jap, Dingzing Ferdinand, Jean-Marie Dibanou, Luc Jana le plus jeune de tous, qui propose l'interdiction de la consommation de l'alcool au Cameroun et bien d'autres. Parmi ces candidats, il y a certains qui sont là juste pour faire le buzz ou juste pour se faire voir. Et je pense que c'est à nous les citoyens d'avoir l'esprit de discernement, de savoir qui est capable de le faire. C'est-à-dire, moi je pense qu'il faudrait qu'on regarde les antécédents de chaque candidat. Parce que c'est facile de se lever et de dire je me présente à la candidature. Plutôt une grande preuve de la démocratie selon le politologue. La lecture qu'on fait de cette prolifération des candidatures, c'est que d'abord, notre démocratie, la démocratie camerounaise est dynamique. La démocratie camerounaise est vivante. La démocratie camerounaise marche, ça fonctionne bien. Et que les Camerounaises, les citoyens, sont attachés à cette liberté, à cette démocratie, à cette république. Donc c'est une bonne chose qu'il y a cet engouement. C'est une bonne chose qu'on voit que certaines candidatures sont annoncées, bien sûr, mais ne sont pas susceptibles d'être déclarées par les DECAP. Dans les prochains mois, ils devront mouiller davantage le maillot sur le terrain en attendant la validation de leur dossier de candidature par le Conseil électoral et le Conseil constitutionnel en cas de rejet par le Conseil électoral. Voilà, après donc ce reportage, je pense que nous avons des idées un peu plus claires. Alors, près de 30 candidatures déclarées pour la présidentielle 2025. Monsieur Lucien, permettez-moi de dire Monsieur Lucien. Généralement, ça doit être Monsieur Divina. Bidima. Voilà, c'est ce que j'ai dit, Monsieur Bidima. Oui, oui. Vous avez contesté non, le départ. Bidima. Oui, voilà, oui. parce que vous avez contesté le départ. Non, Bidima, voilà. Je croyais qu'on parlait de ce qui était comme... voilà. Alors, Monsieur Bidima, près de 30 candidatures déclarées. Quelle crédibilité ou quel regard jetez-vous véritablement
de ces candidatures. Je rappelle que vous êtes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et que votre candidat, c'est le candidat naturel, le président Paul Biya. D'abord, il faut commencer par féliciter la maturité de notre démocratie. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'analyse de votre reportage qui estime que certains de ces candidats viennent jouer les troubles faits. De quel droit on peut interdire un Camerounais qui peut remplir naturellement toutes les conditions selon la Constitution d'être candidat, de ne pas l'être? Et de quel droit on peut dire que celui-ci dépasse l'autre? Non, nous sommes tous des Camerounais. Et je crois que par rapport à ça, ce qu'a voulu le président Paul Biya, c'est que les Camerounais puissent s'exprimer d'une manière libre, avec leurs moyens, pourvu que cela, qu'ils respectent la Constitution, qui essaie d'encadrer tout ça et le code électoral. Alors moi, nous dans l'ORDPC, on ne viendrait pas ici à dénigrer tel ou tel candidat, tel ou tel Camerounais. J'estime que quand on a le courage avec soi de dire qu'on peut diriger un pays, ça veut dire qu'on a un projet de société, ça veut dire qu'on a un plan d'action, ça veut dire qu'on a les moyens de sa politique. D'ailleurs, si nous avons 30 candidats, pourquoi cela nous ferait du mal? D'autant plus que, ne serait-ce qu'au niveau de la trésorerie, on s'entend là tout de même à quelque chose comme 30 millions par candidat. Et c'est vous-même de faire les calculs, c'est déjà bien pour nous. Alors, mais je crois que ce n'est pas ça le problème. Le problème est quel est le projet politique que les uns et les autres proposent pour le bien-être de tous les Camerounais. Le problème est qu'est-ce qu'on est véritablement sûr de remplir toutes les conditionnalités pour être candidat. Parce qu'il ne suffit pas de dire que je vais être candidat à la présidence de la République. Il faut se référer au niveau du code électoral, il faut se référer au niveau de la Constitution. Est-ce que je remplis véritablement toutes les conditionnalités pour être candidat à la présidence de la République? Voilà le premier problème. Le deuxième, comme je parlais de projet de société, est-ce que véritablement ce que je propose peut être utile au peuple camerounais? Si ça peut être utile, comment je vais implémenter ça? Quel est mon plan d'action? Quelle est ma lettre de mission? Comment je vais l'évaluer? Comment je vais le proposer pour que le quotidien des Camerounais change? Voilà un autre problème. Lorsque on met sur la table ces deux conditionnalités, c'est-à-dire d'un côté les conditionnalités liées à la Constitution ou au code électoral, de l'autre côté le projet de société, à partir de là, je crois qu'on peut y être candidat. Et si on peut être candidat, et les autres candidats que nous respectons, à partir de là, les Camerounais vont choisir qui a le meilleur programme, qui a le meilleur projet de société pour faire avancer notre pays. Donc, avant, on parlait de dictature, avant, on parlait de tout ce qui pouvait arriver, qu'on ne pouvait pas être candidat. Je crois qu'au moins, on devrait reconnaître aujourd'hui que le président Paul Biya a la tenue son pari sur le plan personnel, d'amener au Cameroun la démocratie et de permettre à tout le monde de s'exprimer librement, de permettre à tout le monde et à tous les Camerounais de choisir qui ils veulent. Parce que le problème d'un candidat à la présidence, ce n'est pas un problème d'un parti politique, c'est le rendez-vous d'un homme avec le peuple camerounais. Et là, c'est très important. Merci, Monsieur Bidima. Je vous rappelle que c'est un reportage. Un reportage qui n'a pas une certaine orientation, c'est de présenter, n'est-ce pas, les candidatures et les différentes candidatures et donner la parole aux citoyens. Et c'est donc ce que disent les citoyens que nous reproduisons. Et que nous, leaders politiques, nous sommes en voie de rectifier, en voie de magnifier. Okay. Merci. Mais vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure, il y en a qui déclarent leur candidature, mais est-ce qu'ils remplissent toutes les conditions à ce moment, on verra le moment venu. Les conditions électorales, oui. Les conditions financières et autres. Est-ce que c'est possible? Vous pouvez donc comprendre calmement. Non, on ne peut pas encore dire que ce n'est pas possible, d'autant plus que M. Ngba, il faudrait que je vous dise. Vous allez reprendre la parole. Non, une seconde. Pour vous dire que tout Camerounais, il ne s'agit pas tout simplement quand quelqu'un dit qu'il est candidat. Je vous rappelle que, au-delà d'être un parti politique qui a des élus, on peut, à partir
sortir, on peut être candidat indépendant, c'est-à-dire remplir un certain nombre de conditionnalités. Si quelqu'un vient à l'audit, ça veut dire qu'il a un certain nombre de moyens pour le faire. Nous sommes tous d'accord à ce niveau. Nous sommes tous d'accord, et raison pour laquelle nous avons pris en considération, n'est-ce pas, toutes ces déclarations à la candidature. Madame Ngoïkan Hortensia, vous êtes du PCRN, votre candidat Cabral Libye, je vous posais la question à l'entame de l'émission, Cabral Libye a-t-il déjà déclaré sa candidature? Apparemment, vous m'avez répondu, vous avez répondu certainement. C'est comme au RDPC, le candidat est connu d'avance. Déjà, c'est pas comme au RDPC. Parce que le RDPC, chez eux, les choses sont vraiment un peu particulières. Parce que là-bas, ils peuvent bagarrer comme ils veulent, mais on ne va jamais parler de dissension interne. Donc, lorsqu'il faut parler du PCRN, il faut savoir qu'on a organisé un congrès en 2023 où on devait choisir notre candidat. Mais avec le régime qui dit promouvoir la démocratie, ils sont quand même arrangés de faire annuler le congrès pour après nous dire qu'il y a la démocratie au Cameroun. On se demande où est-ce qu'elle passe cette démocratie, parce qu'il y a des gens qui se déclarent candidats, mais nous savons très bien qu'à un moment donné, seuls les plus tenaces, parfois même les plus têtus, vont passer. Parce qu'au Cameroun, nous avons des dirigeants qui se sont arrangés à transformer des lois en loisirs. Nous avons des dirigeants qui se sont arrangés à ce que lorsque la justice dit quelque chose, ils se substituent à la justice et disent une autre chose. Et parfois, ce qu'ils ont dit qui est écouté. Parce que jusqu'à présent, on se pose la question. Qu'est-ce qui peut faire qu'un parti politique puisse avoir 4 décisions de justice qui reconnaissent quelqu'un comme président de ce parti, mais qu'un ministre vous dise quand même que pour lui, qu'on aille en brousse avec les décisions de justice dans un pays de droit comme le Cameroun. Il y a trop de questions à se poser. Donc, nous avons la supposée démocratie qui existe lorsque cela arrange le parti au pouvoir, mais qui n'existe pas lorsqu'il faut respecter les droits de tous les Camerounais. Parce que jusqu'à présent, on se demande pourquoi il n'y a que dans les partis d'opposition qu'on a des meetings qui sont annulés, des réunions qui sont annulées. En fait, on dit dissension interne, on dit trouble à l'ordre public. Pourtant, nous voyons tous, comme nous avons eu des meetings du RDPC, pas des meetings, des renouvellements du RDPC, où on a brûlé carrément les sous-préfectures. Nous avons vu des meetings où les machettes sont sorties. Nous avons vu des meetings avec tout genre de bagarre. D'ailleurs, dernièrement, nous avons vu des militants qui contestent d'ailleurs la légitimité du président actuel du RDPC. Mais ça ne pose aucun problème. Aucun meeting n'est annulé, aucune suspension. Là, tout va bien. Alors, on se demande donc, est-ce que c'est cette démocratie-là qu'on va nous amener au moment de la validation des candidatures? Parce que si c'est la même démocratie qu'on va nous amener, alors ça veut dire que le régime actuel s'arrange carrément à rendre les Camerounais rebelles. Je vais vous dire quelque chose, monsieur Omba. C'est que, en faisant ce qui se passe actuellement, en voulant trop tirer sur la corde, parce que lorsque le régime le fait, on pense qu'on fait peur aux Camerounais, mais on est en train de créer un sentiment de rébellion qui grandit et qui grandit encore. Ça veut dire qu'à un moment donné, le Camerounais qui pouvait respecter une décision d'un sous-préfet hier va dire « mais je m'en fous ». Vu que lui-même ne respecte pas la loi, alors je m'en fous de ce qu'il peut dire. Donc, plus ils sont en train de nous pousser à ce niveau-là, plus ils nous poussent à bout. Et vraiment, il faut que le régime revoie cette pseudo-démocratie. Lorsque vous l'avez dit... Et lorsqu'on dit qu'on veut le multipartisme, parce que les RDPC aiment souvent chanter le président Paul Biya est celui qui est pour le multipartisme, qu'on laisse vraiment les partis politiques s'exprimer, qu'on laisse tous ceux qui veulent penser au Cameroun de demain s'exprimer. Alors, allez-y, puisque ma préoccupation, elle est là, cette prolifération des déclarations à la candidature à la présidence de la République, ma grande question véritable, c'est quelle crédibilité de cette prolifération de candidatures? Nous ne sommes qu'aux déclarations de candidature. Et nous savons qu'actuellement au Cameroun, nous avons peut-être 14 partis politiques, si je ne me trompe pas, qui peuvent investir un candidat. 17 partis politiques, je veux dire. Donc, et les autres, peut-être qu'eux tous feront partie de la société civile, bien sûr, qui vont être des candidats indépendants, nous ne savons pas, mais nous ne sommes qu'à la déclaration. Et cela, particulièrement nous au PCRN,
ça ne nous fait pas peur. D'ailleurs, nous avons joué au Sénégal où on avait des candidatures vraiment coriaces, mais ça n'a pas empêché au président actuel de gagner d'ailleurs au premier tour. Donc tous les Camerounais qui remplissent les conditions qu'il faut sont libres et ont le droit de déposer leur candidature. Mais le plus gros problème, nous le savons tous, c'est la validation des candidatures. C'est là où le régime vous montre souvent que vous n'êtes pas en démocratie, mais en fait vous êtes dans une dictature cachée derrière la démocratie. C'est même ça le plus gros problème. Donc, pour que le régime nous montre vraiment que nous sommes en démocratie, qu'on laisse non seulement tous ceux qui se sont déclarés s'exprimer librement face aux Camerounais, qu'on laisse les partis politiques mener leurs activités librement sur le territoire camerounais, qu'on arrête de filtrer quel parti doit mener ses activités et lequel ne doit pas le faire. Si on estime qu'un parti politique peut avoir un problème, peut-être lors de ces meetings, mais nous avons la police qui est là pour ça, pour encadrer les meetings, pour accompagner les partis politiques pour qu'il n'y ait pas de problème. Mais comment ça peut se faire que le parti qui crée le plus de problèmes au Cameroun soit celui qui n'a jamais de problème, qui peut faire ses meetings, mais ceux qui essayent de respecter la loi sont ceux-là qu'on estime qui créent des problèmes au Cameroun. Finalement, est-ce que le Cameroun marche-t-il avec les pieds ou avec la tête? Ok, on vous a bien suivi, Hortensia Ngo-Ekan. Alors, docteur Ndagrimbal, vous êtes du SDF, vous êtes secrétaire général adjoint du Social Democratic Front. Et ce n'est plus un secret pour personne. Nous savons bien que c'est le candidat Oshi, n'est-ce pas, qui a été déclaré ou qui a été choisi par, n'est-ce pas, vos militants. C'était lors, n'est-ce pas, d'un congrès. Vous m'aviez invité et presque vous tous du côté du SDF. Alors, à côté de vous, nous avons d'autres candidatures, d'autres déclarations de candidatures. Une prolifération presque à 30 candidatures déjà, 30 déclarations, comme pour être plus clair. Quelle lecture en faites-vous de ces déclarations-là? It's unfortunate that I should say that democracy or the number of political parties do not make a country democratic. And I want to recall my co-panelists and Cameroonians that it was not President Paul Biya who brought in multi-party politics. It was the SDF. President Paul Biya was forced to sign the Liberty Laws of December 1990. It should be clear. 6 people were dead. The government did not want multi-party politics. Even inside the CNU, that was transformed into the CPDF, they did not want multi-party politics. That is why I say let the history and the records be made straight. Because people suffered. Fundi was held under house arrest. But finally, he went, declared the SDF opened on the 26th of May 1990. And the Liberty Laws came back in December 1990. And political parties started being created in 1991. I just want to put the records clear. Multi-party politics came in Cameroon because of the SDF. Not because President Biya signed it into law. Because he was forced to sign it into law. Bon, he did not do it willingly. Mais c'est le président. Bon, je vous repasse la parole. Oui, c'était par la demande, le forcing, n'est-ce pas, des militants du SDF, mais le président Paul Biya était aussi libre d'accepter. Il n'avait pas le choix, monsieur Charlomba, il n'avait plus le choix. S'il avait le choix, il n'allait pas signer. On vous a donc suivi. Il n'allait pas signer. Alors, vous avez votre candidat au SDF. Il y a également déjà une prolifération, n'est-ce pas, de déclarations de candidature. Ma grande question était, quel est votre regard? Yes, that's why I was saying that it is making the Cameroon political scene porous. There were 369 political parties, and recently 11 were signed. I think at the start of this year, Cameroon now has 380 political parties. That's close to 400, more than the number of tribes and even the languages we speak in Cameroon. That is what I call dispersion of political energy. It is a waste of political energy. And I must say that the CPDM, through the Minister of Territorial Administration,
is creating satellite political parties. I give you an example. Why is Minister Atanganji fighting with the PCRN? Why? The courts have said that Kabwa Libi is the head of the PCRN. Why is he fighting against it? And immediately Papa Kona said, my candidate is Pobia. So you see that Atanganji is in league with Papa Kona to take the PCRN and support President Pobia. That is why I said that the proliferation of political parties is not a basis to judge a democracy. Instead, the basis to judge a democracy is freedom of expression, which a CPDM government does not want to give us. For example, recently the SDF had a meeting at Ngomejab, but the division officer or the sub-division officer they refused the meeting. It is always by force. I don't know why. But all the meetings of the CPDM go through. When it comes to the opposition, it's a problem. Even at Okola, we had to put pressure on the subdivision officer to accept us to have our meeting. You see, that is what will make a country democratic. It's not a number of there are many political parties in this country that have been created by the CPDM. There are so many to distract and destroy and weaken the opposition. And so I am not a fan of the proliferation of political parties. In fact, new laws should be voted in order to tighten the condition of forming a political party in Cameroon. Because all of these things is just dividing the vote of the opposition, unfortunately. Ok. Alors, peut-être nous allons un peu plus loin, en plus, n'est-ce pas, de la prolifération des partis politiques. Maintenant, la déclaration à la candidature à la présidence, n'est-ce pas, de la République, la présidentielle 2025. Vous êtes un homme politique, vous êtes également à la retraite, même si votre bord politique reste pour vous. Alors, Ibrahim, dans un pays, nous sommes à quelques mois de la présidentielle, mais nous avons déjà un nombre important de personnes qui ont déclaré leur candidature. Il y en a qui sont militants des partis politiques, qui sont n'est-ce pas, de la société civile. Au Cameroun, on autorise bel et bien cela. Mais quelle crédibilité pour un poste présidentiel, même si M. Bidiema tout à l'heure disait ce n'est que très normal, c'est la démocratie. Lorsqu'on est Camerounais, lorsqu'on remplit tous les critères, on peut poser sa candidature. Ah oui, je partage entièrement ça avec M. Bidiema, parce que rien n'empêche à un Camerounais, s'il est 27 millions ou 30 millions, chacun peut déposer sa candidature ou se déclarer candidat. Chacun est libre. Parce qu'il y a un tamis, non? On est sûr. Voilà. Bientôt, n'est-ce pas, ils vont se confronter à Elekam, à la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas, pour valider. Donc tu verras que c'est que le monsieur a dit, n'est-ce pas, lors du poste que vous avez fait, n'est-ce pas, en disant d'autres viennent animer la galerie sûrement. Nous allons rester peut-être avec 7 candidats ou peut-être 3 ou 4. Mais ces 3 ou 4 là, moi, ce n'est pas la question qui m'intéresse. Vraiment, purification ou pas, que chacun qui peut. Il paye là un espace, n'est-ce pas, à la télé, il se déclare candidat, il est libre. Mais que chacun prépare aussi, M. Bidimavi, c'est quand même bien pour notre trésorerie. C'est 30 millions. D'abord ça, c'est 30 millions. C'est pas du tout facile. Et des deux, moi je vous dis, c'est pas... Quand vous dites que c'est pas du tout facile, ce que vous comprenez donc qu'il y en a... Oui, bien sûr, c'est d'où ils vont... Comment nous connaissons leur couloir? Bientôt, n'est-ce pas, c'est dire qu'aux majorités présidentielles, nous soutenons, nous savons. Ça fait un peu d'argent. Voilà pour la campagne. Nous savons tout ça. Moi, ce qui m'intéresse tout sincèrement avec cette élection à venir, est-ce que nous sommes prêts dans ce pays ou nous jouons seulement avec les Camerounais? La dame sur le plateau, ma companélis, a dit des choses très intéressantes qui semblent risibles. Il y a les gens qui disent qu'est-ce qu'ils racontent. Est-ce que le Cameroun est prêt pour l'élection 2025? Si tout à l'heure, à l'entame de cette émission, vous avez appris qu'à Garoua, quelqu'un qui va juste, n'est-ce pas,
comment on appelle, pour son livre. Dédicacé. Dédicacé, c'est le mot que je cherchais dans ma tête, dédicacer le livre. Nous avons vu dans son village, dans son domicile, des gens armés, comme si Cabral libérait un député de la nation. Mais qu'est-ce que nous cherchons dans ce pays? Qu'est-ce que nous voulons? Nous sommes prêts? Nous sommes prêts pour l'élection 2025? C'est la question qui nous reste à poser. Où tout est violence. Mais on voit des petits gamins qui sont reçus à la présidence parce qu'ils vont faire marcher 100 000 personnes. Est-ce que vous n'êtes pas... Dans une région qui est en guerre, en difficulté, d'insécurité, on est en train de les laisser défiler. Faire marcher 100 000 personnes. C'est vous qui avez cette information. L'information est déjà partout au public. Le gars tient des réunions pour la préparation. Non, monsieur Ibrahim, voici l'information. Je crois avoir traité même ce sujet-là ici. Oui, qu'il n'y aura pas marche? Non, pas qu'il n'y a pas de déclaration. Non, mais, parce qu'il faudrait qu'on nous comprenne. Il y aura marche. Oui. On a demandé environ 1,4 milliard de francs CFA. C'est pas l'argent qui fait problème. S'il vous plaît, pour réaliser, n'est-ce pas, cette marche-là et rassembler pas moins de 100 000 jeunes. Oui. Oui. Et lorsque nous avons posé la question, même à ces organisateurs-là, ils disent que ce sont leurs moyens et des volontaires. Donc, lorsque vous dites qu'il y a des personnes qui vont à la présidence, peut-être pour chercher de l'argent, ce n'est pas l'information. Je pense que vous avez lu la note du président de l'Assemblée. Le président de l'Assemblée a même fait une note officielle où lui-même personnellement invite les autorités de la zone, il invite les imams, il invite les sous-préfets. Oui. Mais là, c'est des actions personnelles. Non. Comment on peut demander aux autorités de participer à une marche du RDPC? Mais ce n'est plus des actions personnelles. Ok. Ce sont des actions personnelles là. Oui, revenons sur le sujet. Je voulais seulement dire des déclarations de candidature. Je dis tout à l'heure, tu disais, n'est-ce pas, tu as parlé d'un bon politique sans parler. J'ai 40 ans de vie politique. 40 ans. Je suis arrivé en politique grâce au président Paul Biya. Le tout premier président de la sous-section OJ RDPC de Tibati. Je n'ai jamais démissionné du RDPC. Je suis au retrait compte tenu de tout ce qui se passe autour de ce parti. Un homme nous a vendu un rêve, le président Paul Biya, de la démocratie. Et il a dit qu'il aimerait qu'on retienne de lui. C'est lui qui a apporté la démocratie et la prospérité. Le discours du président Paul Biya 2013 est édifiant. Il a dit des choses. Je vous l'envoie à lire ce discours. Je vous renvoie, n'est-ce pas, au discours comment on appelle, du président de l'Assemblée, à l'enceinte de l'Assemblée, lors de prestation du serment du président Paul Biya, où il a dit la démocratie, nous l'avons, comme lui il est toujours nommé, il est là. On est d'accord? Mais il dit la prospérité, nous attendons encore jusqu'aujourd'hui. Cette démocratie-là, telle que voulue par le président Paul Biya, parce que c'est seul le nom du président Paul Biya restera dans l'histoire. Lorsque vous l'avez dit, tous ces ministres, l'attendant et autres, qui sont en train de dévoiler. Nous vous avons donc suivi. Non, vous nous avez invité pour parler. Disons sur les déclarations des candidats. 5 secondes. Déclaration des candidats, je vous dis, tout le monde peut. Même toi, demain, tu peux aller, tu déposes, tu déclares, mais nous savons où cela va finir. C'est après dire que non, on se retire, parce qu'ils n'ont pas les 30 millions, nous sommes de la majorité, on sait comment ça se passe. Donc, le véritable problème, je dis, est-ce que les Camerounais, les dirigeants sont prêts à organiser une élection apaisée, tranquille, sans trouble? Quand nous voyons ce qui se passe sur le terrain, vous l'avez dit, l'opposition est muselée carrément. On vous a suivi. On vous a donc suivi. Donc, il faut faire très attention. On vous a bien suivi. Ibrahim, votre grande question, votre grande préoccupation, c'est, n'est-ce pas, l'effectivité, n'est-ce pas, de l'organisation de cette élection-là. Ambroise, vous êtes un homme de la société civile et généralement avant l'élection, nous voyons même les hommes politiques aller à l'église, prier, certainement pour remettre le Cameroun entre les mains de Dieu. Oui, nous n'allons pas parler directement de cette élection, mais nous allons quand même nous interroger sur les multiples déclarations de la candidature à la présidence, à la présidentielle 2025. Merci infiniment, M. Omba, et merci à tous ceux qui contribuent
nous avons le devoir de respecter les contributions ici. Je vais commencer par dire que lorsque vous parlez de prolifération de candidatures, cela me ramène automatiquement à aller voir la dernière action forte qui aurait été menée dans la nation sur le sujet même des candidatures, puisque je suis obligé de représenter ce que je suis. Ici, il est question de penser d'abord, est-ce que ces candidats méritent la confiance des Camerounais ? Autant qu'ils peuvent être, autant qu'ils sont encore dans la démarche pour être candidats. Tout le monde peut se déclarer candidat. La Constitution donne une certaine ouverture à tous de pouvoir exprimer. On parle de liberté d'expression. Nous voulons toujours dire que les évêques, lorsqu'ils se sont rencontrés, les évêques catholiques, pour préciser, ils se sont dit que pour qu'on puisse avoir de l'espoir, il faudrait que le candidat du peuple ait, n'est-ce pas, remplisse certaines conditions. Et si le Camerounais pense démocratie, est-ce qu'il va d'abord penser pourquoi est-ce qu'il y a tant de candidats? Non, s'il y a tant de candidats, ça veut dire qu'il y a, n'est-ce pas, beaucoup d'idées. Il y a beaucoup d'idéologies. Maintenant, il faut aller fouiller pour savoir ce que chacun veut. Mais pour ma part, dans cette grande et belle décoration, œuvre d'art, il y a quelque chose qui m'impressionne. C'est la position du RDPC. Peut-être que lorsqu'on compte les candidatures et les candidats, on ne cite pas le RDPC et on ne parle pas de déclaration de candidature de ce côté. Pourtant, lorsque nous rappelons cet anniversaire, des jeunes se sont tenus du côté du Palais des Sports pour dire qu'ils voudraient que le président Paul Biya soit leur candidat et qu'ils étaient prêts à cotiser pour... C'était même le cadeau qu'ils offraient, qu'ils soient candidats. Ici, c'est toujours la candidature. Et ça, on ne peut pas exclure cela. On peut également parler de M. Teller qui vient dire que ce n'est pas vrai, ce n'est pas encore vrai. Est-ce qu'il faut attendre une candidature ou bien une décision officielle ou alors une déclaration officielle également du candidat sortant? Parce que c'est comme ça qu'il faut commencer à l'appeler pour pouvoir respecter le nombre de mandats qu'il a déjà fait. Mais il y a également dans cette même peinture ce qu'on peut appeler trouble fait parce qu'ils savent aller et venir. Je pense que quelqu'un, pour citer le docteur du SDF, a parlé de partis satellites, des partis qui apparaissent simplement pour un but, peut-être pour rechercher un positionnement, mais c'est aussi un objectif qui n'est pas déniable en politique. C'est ce qu'on appelle la politique. Pouvoir créer, se déclarer candidat parce qu'on veut partager un brin du pouvoir, ce n'est pas mauvais. Nous pouvons ici saluer le docteur Momo, qui a su se positionner. Je me rappelle lors, n'est-ce pas, de ce... Non, non, écoutez, moi je parle de la vérité, je ne suis pas là pour parler et choisir un candidat ou un autre, mais il faudrait que tous ceux qui nous suivent aujourd'hui puissent comprendre que c'est normal, d'une part, qu'il y ait, n'est-ce pas, plusieurs candidats qui se présentent, qu'ils puissent savoir qu'il y en a qui se présentent par nature. Et ceux qui se présentent par nature, vous avez parlé par exemple du président Ngouet, il est président de son parti par nature. Le président Paul Biya, il est président de son parti par nature. Vous voyez. Maintenant, on a des candidats qui sont quand même très investis. Je ne sais pas si vous avez parlé de lui. Non, non, attendez. Quand on dit candidature naturelle, ça veut dire que vous êtes président de votre parti. Et pour le moment, il n'y a personne d'autre qui parle en devant de vous. Ça veut dire que le président, vous avez parlé de Ngouet, c'est ça? Ngouet, il est président de son parti, depuis il est à la tête, il est le candidat. Le président Paul Biya, c'est lui qui a fondé le RDPC, il est à la tête et puis naturellement il est là. Maintenant, on a deux candidats qui m'ont particulièrement marqué. Pour ne pas parler de notre autre candidat dont nous allons parler, parce que je suis toujours dans cette peinture, vous m'avez permis de parler. Donc, au niveau du SDF, on a un jeune qui est un homme d'affaires, si je ne me trompe, qui a eu le temps d'apprendre auprès du président Froundi, qui d'après notre docteur aurait apporté, ou aurait propulsé, ou aurait motivé, ou aurait contribué à ce que le président Paul Biya décide qu'il y ait la démocratie au Cameroun. Il faut respecter toutes les valeurs, et chaque valeur a, n'est-ce pas, sa reconnaissance. Là, on a un jeune qui vient et qui dit non, non, attention, il faudrait que je respecte le règlement du parti. Je pense que ça s'est passé au Palais des Sports. Ouais. C'était beau. Moi, j'ai vu ça. Au Palais des Congrès, c'est pas le Palais des Sports. Congrès, ok, d'accord. Non, c'était un congrès extraordinaire. Au Palais des Sports. Oui, oui, au Palais des Sports, précisément. Merci. Donc, c'était très beau à voir. On a également, je veux dire, nous avons le professeur, on l'appelle comment? Baye Beg.
Waouh! Il a même publié ce qui s'est passé en conclave, les détails de tout ce qui s'est passé. Et le parti, l'UPC, est derrière ce candidat. Mais ça, c'est ce qu'on appelle à la base, la démocratie commence à monter. À monter vraiment. Maintenant, au niveau du PCR et du MLC, on se retrouve déjà avec un contentieux à la base. Un contentieux qui est peut-être administratif, qui demain va monter, n'est-ce pas, au niveau de la Cour compétente, de prendre des décisions. Mais c'est une peinture importante. On ne peut pas nier, n'est-ce pas, ce qui se passe sur cette démarche politique. Nous apprécions ce que le jeune, notre député fait au niveau de l'Assemblée. Mais il y a trois choses qui m'ont marqué lorsque notre sœur Hortense s'est exprimée. La ténacité, la têtutesse et le sentiment de rébellion. Je vous en prie, au Cameroun, nous ne voulons pas entendre parler de la mauvaise rébellion. Nous ne voulons pas entendre parler... C'est une intention que je n'avais pas. Non, ce n'est pas votre intention. Ce n'est pas votre intention. Voilà, parce que, non, il faut peut-être que je me répète pour que puisse avoir une bonne analyse. Non, ce n'est pas une analyse. J'ai dit ceci. Je n'ai pas dit que c'est le PCRN qui aura la ténacité, la rébellion ou la têtutesse. J'ai dit ce que les dirigeants actuels font au Camerounais, pousser les Camerounais, au lieu de respecter la loi, à arriver à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire que c'est ce que nous faisons. Donc c'est pour dire qu'il faut d'abord indexer les dirigeants en disant laissez les Camerounais fonctionner normalement. Parce qu'en voulant nous faire peur, on risque de nous pousser à bout. Ok. Permettez-moi de poursuivre. Oui, vous avez encore 1 minute. Excusez-moi, en 1 minute, je ne vais même pas poursuivre ailleurs. Je vais dire que je ne peux pas être invité ici, n'est-ce pas, sur un plateau très sérieux, avec un journaliste très sérieux qui m'a honoré d'être là. Je ne peux pas venir sur le média de Papa 20, parler, n'est-ce pas, aussi légèrement de ténacité, de têtutesse et de rébellion. Même implicitement, cela peut susciter quelque chose. En tant que missionnaire, nous prêchons la paix. Et nous voulons la paix. La paix a besoin de la justice. Permettez, vous avez eu votre temps de parole. Et derrière cette paix, il y a, n'est-ce pas, des démarches qui conduisent pacifiquement à la justice. Je pense que je vais m'arrêter là. Ok, merci. Merci à vous, Monsieur Bidima. Vous brûlez d'impatience, n'est-ce pas, à réagir. Oui, nous avons donc ces candidatures. Vous avez compris que même sur ce plateau, il y en a qui estiment que certains arrivent là pour peut-être se faire connaître, faire le buzz, peut-être d'autres pour se positionner. C'est le droit de tout un chacun maintenant. Quelle crédibilité, où est-ce qu'ils peuvent aller? Et peut-être ma dernière préoccupation, ce sont ces levées de fonds qui se font déjà bien avant que l'ECAM ait validé, n'est-ce pas, les candidatures des uns et des autres. D'abord, je crois qu'avec le respect, j'ai écouté tout le monde, je n'ai interrompu personne. Et je crois que les autres devraient... Oui. Personne va vous interrompre. Je ne peux pas parler 2 minutes parce que les autres, je connais. Il faut savoir que tous, ici contre le RDPC, vous n'allez pas me donner 2 minutes. D'ailleurs, je tiens à rappeler qu'il ne faut pas dévier l'histoire, monsieur le SDF. C'est le président Paul Biya qui a mené la démocratie. D'ailleurs, c'est toute une histoire. Lorsque le président Biya par le pouvoir en 1982, il faut relire les discours du président Paul Biya. Non. Écoutez, M. Ngba, quand les opposants parlaient là, vous n'avez pas dit ça. Vraiment, je suis trop carré par rapport à ça. Je vous ai écouté, même s'il reste 5 minutes, je vais aller jusqu'au bout parce que madame, vous avez parlé plus de 7 minutes, j'ai chronométré et je n'ai rien fait. Alors, je dis ceci, lorsque le président, je n'attends pas que vous me relancez. Allez-y. Lorsque le président Paul Biya a pris le pouvoir, quand vous écoutez ces discours et le fonctionnement du RDPC qui arrive en 1985, à l'intérieur du RDPC même, il commence à mettre en place les prémices de la démocratie. D'ailleurs, je rappelle que M. Foundi était militant du RDPC et qu'il a participé à ces élections internes. Il a été battu par M. Achida à l'intérieur du RDPC. C'est vrai. Donc, à partir de là, comment voulez-vous que quelqu'un qui, dans son propre parti,
a mis en place les règles démocratiques et que cela se poursuive en 1990 où il décide, d'ailleurs contre l'avis de Basile, moi je vous cite les faits, lorsque le congrès du RDPC, monsieur Emma Basile, alors maire de Yaoundé, appelle le président Paul Biya de ne pas écouter les sirènes et de continuer à rester ferme au niveau du parti unique, le président Paul Biya immédiatement dévie tout le monde, toutes les attentions, et il annonce au RDPC qu'il faut justement s'attendre à l'éventuelle concurrence. Quand quelqu'un a fait ça, vous ne viendrez pas dire que c'est les quelques petites marches de M. Froundi qui nous ont amené la démocratie. Il faut respecter l'histoire. Ça, je vous ai dit l'histoire. De notre côté, je voudrais rassurer ma petite soeur. Les intentions d'un certain nombre de personnes, et ça, moi, je suis offusqué. La manière de quelques responsables, que ce soit sur le plan administratif, n'engage en rien la détermination du président Paul Biya par rapport à la démocratie. Je peux être d'avis avec vous, on peut en discuter, parce que je ne connais pas les tenants et les aboutissants qui amènent certains sous-préfets à interdire tel ou tel meeting. Ça n'a rien à voir avec l'idéologie de l'homme. L'idéologie du président Paul Biya qui est carré là-dessus. Le Cameroun a besoin, excusez, de la liberté. Et cette liberté doit s'exprimer. Moi, je ne sais pas, et ça je vous le dis, dans le RDPC, pourquoi aujourd'hui on viendrait demander au RDPC d'avoir peur de Kabla Libi, d'avoir peur de M. Kamto, d'avoir peur de qui que ce soit, d'autant plus que nous avons un parti solide. D'ailleurs, vous avez vu quelque chose qui se passe au niveau de ce plateau. Voilà un camarade du parti qui a son point de vue totalement peut-être contraire au nôtre. Mais ce camarade-là n'a jamais été exclu. Il continue à s'exprimer librement. Parce que non, il y a la discipline du parti. Quelles que soient les conditions, d'une manière ou d'une autre, même vous, au sein du PCRN, il y a cette discipline. Alors, mais j'ai dit, il ne faut pas confondre les problèmes internes qui peuvent être causés par tel ou tel. Je me pose toujours la question, pourquoi un homme aussi brillant comme Kabla Libi a passé le temps à voir des partis taxis? Pourquoi ce monsieur-là n'a pas cherché à mettre en place son propre taxi? Aujourd'hui, c'est le parti univers. Et c'est le parti univers. Quand c'est d'abord après sur le PCLM, demain ça va être encore un autre parti. Quand on veut être... Non, je vous ai écouté, pourquoi ça vous fait mal? Pourquoi ça vous fait mal? Alors, mais j'ai dit, ce monsieur n'a pas eu l'opportunité lui-même d'aller. Alors, le problème du PCLM ne nous concerne pas. Le projet du PCRN, c'est qu'un monsieur est venu, il a décidé d'emprunter un parti de l'autre. Si l'autre dit que ce n'est pas ça, c'est leur problème. Alors, mais je viens au niveau de l'argent. Et ça, c'est très dangereux. Parce que ce que fait le PCRN et le MRC est totalement illégal. On ne peut pas se permettre de demander l'argent des Camerounais quand on ne respecte même pas la Constitution, quand on ne respecte même pas la discipline, quand on ne respecte même pas le code électoral, tant qu'il est qu'à ce jour, personne n'est encore candidat à l'élection présidentielle. Il n'y a pas encore eu la validation de ces candidatures. Alors je vous dis, c'est une escroquerie qu'il faut arrêter. Parce que, mettez-vous un seul instant, si M. Kamto ou M. Kabla Libi, par la voie constitutionnelle, ne devenaient pas candidats, ils vont faire comment avec l'argent qu'ils auraient récolté? C'est un banditisme politique qu'il faut arrêter. Et je crois qu'aujourd'hui, si les autorités ne prennent pas langue par rapport à ce banditisme politique, c'est une défaillance qu'il faut aujourd'hui mettre sur la place publique. On ne peut pas prendre l'argent des Camerounais. Il faut accepter la Constitution, il faut accepter les règles démocratiques, il faut accepter le code électoral, et pour que, après tout, que seul cela guide notre démocratie. Merci. Merci à vous. Merci à tout le panel, Madame Hortensia. Aujourd'hui, une véritable langue, c'était la prolifération, n'est-ce pas, des déclarations de candidature. L'autre angle, en ce qui concerne, n'est-ce pas, les levées de fonds, ce sera certainement lors de la prochaine sortie. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation, Madame Hortensia.
Merci bien. D'accord, merci à vous, merci à tous. Non, il n'y a pas le mot de la fin. Nous sommes, voilà, le RDP, c'est comme d'habitude, nous a amené la dictature. Mesdames, messieurs, voilà. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. On se donne rendez-vous très prochainement et restez scotchés Info TV. Au revoir.